Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale à l'issue de sa participation au sommet des PMA au Qatar. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Palestine, 6 pays européens condamnent les violences aveuglées des colons. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays aujourd'hui à l'issue de sa participation du 4 au 6 mars à Doha, au Qatar, au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays les moins avancés. Outre l'adoption d'un plan décennal, des actions censées aider les PMA et d'acquérir les fondements indispensables à leur développement durable, ce sommet servit de tribune privilégiée à l'appel d'un plus grand engagement des nations développées en faveur de l'essor économique des PMA et par voie de conséquence à la réalisation d'un processus efficient de solidarité internationale dont les principales articulations sont affectées à la concession d'un montant compris entre 0,15 et 0,2% des budgets nationaux des pays riches et à l'instauration d'un plus grand transfert de technologie. Le sommet a entre autres débouché aussi sur la mise en œuvre d'un plus grand investissement des pays développés dans le secteur viable des PMA, notamment dans la culture africaine, connue pour l'étendue éminente d'importance et des terres arables. L'application optimale des franchises et tarifs préférentiels consentis aux PMA dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et la rémission aux lenteurs procédurales caractérisant les prêts accordés aux pays en développement dans les structures financières internationales, suggestion formulée d'ailleurs par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dans son discours à la tribune de ce sommet, font également partie des conclusions phares de cette réunion. Outre sa participation aux travaux du sommet des PMA, le président de la République a eu un marre des séries de rencontres bilatérales. Ainsi, il a rappelé que le président Guelleh avait également eu samedi en réunion la partie entretien en tête-à-tête avec l'émir de Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Eh bien, en marge du sommet de cette 5e conférence des Nations Unies sur le PMA, de la catégorie des pays les moins avancés économiquement, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu le vice-président du conseil présidentiel au Yémen, M. Othman Hussein Majali. L'audience entre le chef de l'État et le vice-président yéménite a servi de cadre à l'évocation de l'état de relations et de fraternité, d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères, aux liens anciens tissés par le fil de l'histoire, de la culture et de la proximité géographique. Les discussions ont ensuite porté sur l'évolution de la situation politique du Yémen dans la région. Le vice-président yéménite a remercié le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, pour la solidarité de la République de Djibouti avec la nation sœur du Yémen dans le contexte difficile des guerres caractérisant ce pays depuis 2014 et la mesure de l'hospitalité que notre pays, sous la houlette de son chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, offre systématiquement au flux des populations fuyant les hostilités au Yémen. Au cours de sa rencontre avec le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, ainsi que le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussedawale, l'ambassadeur de Djibouti à Doha, M. Daïb Doubet, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès des États-Unis d'Amérique et représentant permanent de notre pays auprès du système des Nations Unies, M. Mohamed Ziad Ali, ont participé à cet entretien. Eh bien, dans son interview, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès des États-Unis d'Amérique et représentant permanent de notre pays auprès du système des Nations Unies, M. Mohamed Ziad Ali, nous a fait le point sur cette 5e conférence des Nations Unies sur les PMA, les catégories des pays les moins avancés économiquement. Écoutons-le. C'est une conférence qui a lieu tous les 10 ans pour évaluer les progrès enregistrés par les pays les moins avancés. C'est une catégorie d'États, membres des Nations Unies, créée en 1971. Alors nous commémorons ici le 50e anniversaire. Alors tour à tour, les dirigeants qui ont pris la parole, dont le nôtre, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, ont posé un diagnostic, celui qui tend à souligner le fait que très peu de progrès ont été enregistrés par les pays les moins avancés dans leur perspective de développement en raison du fait que les transformations structurelles qui ont été accomplies par certains ont malheureusement connu des perturbations dues au choc exogène de ces dernières années, la pandémie qui a inversé la tendance de développement positive qui
qui commençait à pointer et bien sûr les conséquences économiques de la guerre en Ukraine ainsi que les tensions géopolitiques actuelles qui, toutes combinées, heurtent les perspectives de développement de nos pays. Alors, l'espoir, c'est que ce soit la dernière conférence, de telle manière que dans 10 ans, la plupart des pays passent à la catégorie supérieure et que cette catégorie de pays les moins avancés n'existe plus. Djibouti, à l'instar des autres pays qui ont participé à la conférence, a partagé avec le monde nos orientations, nos défis, nos points forts. Et je suis sûr que les partenaires ici présents ont pris bonne note de ces perspectives. Et bien sûr, ça exigera un suivi avec les partenaires de Djibouti afin qu'ils nous assistent dans les projets que nous avons identifiés pour permettre à Djibouti de connaître une transformation structurelle irréversible, comme je l'ai dit. Eh bien, autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Hassan Mohamed Ibrahim, qui a reçu aujourd'hui dans ses bureaux une délégation conduite par le ministre éthiopien des Transports, M. Alamou Simi, qui est en visite officielle dans le pays. La délégation a été introduite auprès du ministre par l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, M. Abdi Mahmoud Haïbé. Les deux hommes ont eu un entretien important sur les voies et moyens de promouvoir le corridor transitaire favorisé par sa position géographique stratégique sur l'une des routes maritimes les plus actives. Djibouti est devenu le hub logistique de la Corne d'Afrique. L'Éthiopie, pays enclavé, est tributaire de Djibouti pour ses échanges commerciaux vise une stratégie de diversification de ses corridors routiers et ferroviaires avec Djibouti. En Éthiopie comme à Djibouti, les activités du secteur du transport et la logistique est un secteur central en constante évolution. Eh bien, par la suite, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, et le président de l'Autorité des Ports et des Zones Franches, M. Aboubakar Omar Hadi, ont accueilli M. Alamou Simi, ministre des Transports et de la Logistique de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Le ministre est à Djibouti pour sa première visite officielle. Une présentation sur les ports, le parc et la ville de Djibouti, ainsi que les projets de transformation de l'ancien port, leur a été faite. Les discussions au cours de la réunion ont porté sur le thème du transport multimodal, du corridor routier et l'ensemble des échanges commerciaux entre les deux pays frères. L'événement a réuni les ambassadeurs de deux pays et visait à favoriser la coopération économique, ainsi renforcer les liens entre Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Ministre des Transports et de la Logistique du gouvernement fédéral d'Éthiopie, nous avons discuté des connexions routes, rails, logistique et la route progresse. La partie éthiopienne a des soucis, certains, mais déjà 21 km ont été construits sur la route RNA et puis 60 km sont en cours de construction. Il reste maintenant aujourd'hui 35 km qu'on va aussi bientôt financer. Donc on a eu une très bonne réunion, de très bons entretiens. Dans une interview accordée à la chaîne nationale, le ministre des Transports éthiopien a souligné l'importance de la relation historique entre l'Éthiopie et Djibouti. Selon lui, les deux pays ont une relation fraternelle qui s'étend à de nombreux domaines, tels que l'économie, le social et la sécurité. Il a également noté que Djibouti joue un rôle crucial dans l'économie éthiopienne, car la majorité des exportations éthiopiennes passent par le port de la République de Djibouti. De son côté, le ministre des Transports, M. Hassan Mohamed Ibrahim, a souhaité la bienvenue au ministre éthiopien des Transports en visite de travail et dans son deuxième pays pour la première fois. Durant nos discussions, a-t-il rappelé le ministre plusieurs questions d'intérêt commun entre Djibouti et l'Éthiopie, a affirmé le ministre, notamment les sujets traitant du transport routier par le corridor de Kalafi, a précisé le ministre djiboutien, M. Hassan Mohamed Ibrahim.
sociale à présent, où le ministère des Affaires sociales et de la solidarité a organisé aujourd'hui le lancement des travaux d'élaboration de la stratégie nationale de protection sociale non contributif 2023-2027 au Djibouti Palace Campeski. Cet atelier a vu la participation notamment des partenaires sectoriels, les partenaires au développement, au premier duquel étaient présents des représentants résidents du PNUD, M. Gaël Olivier, et du représentant du PAM. La première journée, présidée par la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, a été marquée par le lancement des travaux d'élaboration de la nouvelle stratégie en se basant sur l'évaluation de la stratégie nationale de protection sociale. Pour rappel, le gouvernement a mis en place la stratégie nationale de protection sociale pour faire face aux défis et le développement auxquels le pays est confronté. Cette stratégie couvert la période 2018 à 2022 et reposait sur 4 piliers ambitieux visant à répondre de manière procréatif, efficace aux défis du développement structurel rencontrés à Djibouti. Outre la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, l'atelier a vu la participation de l'ensemble des partenaires sectoriels et développement de la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Hulfa Ismail Abdo. La deuxième jour des ateliers de travaux a poursuivi sur les différentes thématiques qui couvrent la stratégie nationale. Au cours de cette période de mise en œuvre et la précédente stratégie, Djibouti a été confronté à des défis majeurs en matière de développement économique et social, notamment la pauvreté élevée et les impacts du changement climatique. La pandémie Covid-19 a également eu un impact significatif. Outre les chocs climatiques récurrents tels que la sécheresse et les inondations ont aggravé. La coopération a pris un nouveau tournant avec la mise en place d'actions orienté vers l'appui aux politiques et programmes nationaux de protection sociale, notamment à travers les programmes de transfert monétaire et ceux d'inclusion économique. Ce changement stratégique témoigne de l'engagement du PAM envers les populations, non seulement pour sauver les vies, mais également pour appuyer les transformations sociétales profondes et durables. Eh bien, voici les propos du représentant résident du PNUD et du représentant du PAM. Comment peut-on donc réduire durablement la pauvreté et protéger la population du fléau de la paupérisation? Je pense que c'est la question clé qui guide donc l'élaboration de ces stratégies. Est-ce que nous sommes capables ensemble d'espérer un avenir plus serein quand nous savons que la pluie se fait de plus en plus rare, quand nous savons que les températures sont de plus en plus intenses, quand nous savons que les ressources se font de plus en plus rares et que les chocs climatiques sont le plus fréquents? Est-ce que nous sommes capables collectivement de créer des opportunités économiques pour répondre aux défis du chômage qui frappent une partie de la population active et particulièrement la jeunesse djiboutienne? Je pense que si nous gardons à l'esprit ces questionnements, nous allons nous atteler ensemble à trouver des pistes de stratégie qui répondent à l'ensemble de ces défis. Et pour moi, la réponse est évidente et elle est oui. Puisque nous savons qu'avec des politiques publiques réfléchies et ambitieuses, comme Madame le ministre, vous êtes en train d'impulser, avec les moyens et les ressources nécessaires, nous pouvons nous dire tous ensemble qu'il est possible de fléchir le cycle de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté, de créer des activités économiques et de renforcer notre résilience et notre adaptation face au changement climatique. Eh bien, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Hulfa Ismail Abdo, a rappelé que la stratégie nationale de protection sociale a rencontré des limites, notamment sa capacité à s'adapter aux chocs et au changement climatique et aux tendances économiques. En effet. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre engagement et votre mobilisation durant ces 2 jours des travaux d'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de renforcement du capital humain de la protection sociale non contributive 2023-2027. Je voudrais, à l'entame justement de mon discours, vous assurer de l'engagement ferme du gouvernement dans sa politique de lutte contre la pauvreté et en premier rang celui de son initiateur, le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, qui ne cesse d'apporter un soutien indéfectible dans la mise en œuvre de sa politique sociale. Lui qui a fait de la lutte contre la pauvreté la priorité de l'action gouvernementale afin de ne laisser personne de ses concitoyens sur le bord du chemin. Mesdames et messieurs, la nouvelle stratégie nationale de protection sociale et de renforcement du capital humain 2023-2027 visera donc à définir les contours d'un dispositif pour une protection sociale non contributive équitable, intégrée et inclusive, sensible aux chocs et en faveur des populations vulnérables. Également,
elle a, ou on veut qu'elle ait pour ambition de renforcer les acquis de la précédente stratégie et de répondre aux nouveaux défis, en particulier ceux liés aux crises sanitaires éventuelles, aux effets du changement climatique et à tout choc exogène et endogène qui pourrait toucher nos populations pauvres. Cette stratégie devra s'aligner dans la vision 2035 ainsi que le plan national de développement Djibouti ici. Mesdames et messieurs, cette journée marque donc la fin des premiers travaux d'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la pauvreté qui vise à renforcer le capital humain et les politiques de protection sociale non contributives en adoptant une approche participative et multisectorielle. Je suis vraiment très satisfaite des travaux qui ont été réalisés, qui nous ont été présentés actuellement. Je vous remercie vraiment pour votre engagement, pour votre mobilisation autour de cette politique. On doit travailler avec une certaine coordination, avec une certaine synergie pour que nous puissions, chacun de notre côté, apporter vraiment notre pierre à l'édifice. C'est par cet engagement commun, celui de toutes les parties prenantes, que nous allons y arriver afin de ne laisser personne sur le bord du chemin. Comme l'a si bien dit le président de la République, lors de son investiture, nous devons agir pour nous débarrasser du fardeau de la pauvreté, agir pour le Djibouti de demain, pour ces jeunes générations qui viennent, dont l'engagement est essentiel à la réussite de notre projet collectif. Je sais que nous pouvons réussir ensemble. Eh bien, en bref et en images, dans le cadre de la protection et la promotion des droits des personnes handicapées à Djibouti, l'auto-école phare, en collaboration avec l'Agence nationale des personnes handicapées, a organisé dans la journée de dimanche dernier une formation de code de la route et une pratique de moto pour les personnes handicapées. Cette formation est d'un certain nombre de personnes, hommes et femmes handicapés, apprenant le passage du code qui est gratuit pour les personnes handicapées afin de se présenter à l'examen pratique du permis de conduire. La formation a été co-présidée par le directeur adjoint de l'ANPH, M. Mahd Ibrahim Hassan, et le directeur de l'auto-école phare, M. Abdallah Habib. Rappelons que les personnes handicapées ont pour objectif de promouvoir les activités de conduire qui est primordial pour préserver leur indépendance et assurer son aptitude à la conduite pour leur sécurité routière. Et dans un discours prononcé par le directeur adjoint de l'ANPH, souhaité aux personnes handicapées de bien bénéficier de cette formation afin de développer leur connaissance de la code de la route. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi cette journée de porte ouverte de l'ONG Roots of Transformation International, une journée de présentation du secteur d'activité et mission de l'ONG qui a eu lieu aujourd'hui au Sheraton Hotel. Roots est une organisation non gouvernementale qui promet changement de comportement durable. Cette journée de présentation est l'occasion de saluer les efforts consentis de l'ONG Roots qui a facilité la stabilité organisationnelle, le changement et la transformation par le renouvellement de l'esprit des individus grâce au renforcement des capacités individuelles et institutionnelle. Roots est conçue pour travailler en collaboration et en partenariat avec la société civile, les institutions étatiques et les agences onusiennes, ainsi que les organisations nationales, internationales et non gouvernementales. Ces collaborateurs sont les moyens de fournir une assistance technique et au soutien aux communautés locales, en augmentant leur connaissance d'elles-mêmes d'une manière holistique et d'une définition tripartite de soi-même comme étant physique, mentale, spirituelle. Les Roots promettent l'autonomisation en soutenant les opportunités éducatives pour les garçons, les filles, les hommes et les femmes. Également, il est noté que Roots s'est engagé à doter les gens de connaissances, la sagesse, d'outils nécessaires pour prendre des décisions qui auront un impact positif. Des problèmes qui existent aujourd'hui. Mais on ne fait pas beaucoup de travail dans les racines de l'arbre. Ça veut dire que si on veut vraiment, si on voulait vraiment changer les problèmes sociaux, on doit regarder leurs racines. Ça veut dire notre façon de penser. Les racines ici, c'est un symbole de la façon de penser et comment ça a été formé. À 30 ans d'expérience, en train de faire le travail en différents pays, différentes cultures, avec différents groupes. Pendant tout ce temps-là, pendant tout ce travail que je faisais à différentes places, on écoutait la voix, de les hommes. Je vais parler beaucoup de ça, les hommes, les femmes, les garçons et les filles. Et on a mis ça dans les centres. C'est le centre
de notre organisation, de tout le travail qu'on fait. Nous sommes en train de répondre à les voix de ce groupe, de ça qu'ils ont dit pendant tout ce temps-là. C'est ça que nous sommes en train maintenant de répondre. Sport à présent, J-3 avant le début du championnat de tennis des tables de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien qui se tiendront à Djibouti du 8 au 13 mars prochain. Maintenant que l'essentiel des infrastructures est prêt, le comité d'organisation s'évertue à peaufiner les derniers détails pour faire de l'événement sportif un franc succès. Les préparatifs ont déjà fait l'objet d'un examen approfondi lors de la dernière réunion. Il a été question d'hier soir de s'arrêter sur les derniers détails à régler et les volets à finaliser rapidement pour être au rendez-vous. Il faut dire que sur ce plan-là, les infrastructures notamment devront accueillir le tournoi soit quasiment prêt. Il s'agit là de faire un dernier retour sur l'installation des tables, des sièges pour les gradins et des tests éclairés, la sonorisation ainsi que les répétitions pour les défis de délégation. Le comité pilotage piloté par la secrétaire générale du secrétariat de la jeunesse sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, et la présidente Claude s'est dit satisfait des préparatifs et des réserves émises, notamment en ce qui concerne le stade municipal qui ont été levés. On reste toujours dans le domaine sportif où la saison sportive 2023-2024 regroupant le corps et formation de l'armée djiboutienne vient d'être entamée avec les matchs d'ouverture du 4 mars dernier entre le régiment quartier général et le régiment blindé qui s'est tenu au stade football du roi Fahad de Balbalas. Cette première journée a été présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, ainsi que les hauts responsables des forces armées djiboutiennes, dont le chef d'état-major de la défense, le général de brigade, Tahar Ali Mohamed. Cette série de compétitions réunit plusieurs sports et disciplines, dont le football, le volleyball, la marche commando, ainsi que plusieurs activités purement militaires qui continueront tout au long de l'année, à l'exemple de la marche commando de 8 km auquel ont participé les militaires de l'armée de l'air dans la localité de Medjouk. Et ces compétitions dont la finalité est de maintenir la condition physique et la cohésion des soldats, se poursuivant tour à tour de rôle pour l'ensemble des personnes, des corps et formations de l'armée djiboutienne. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, 6 pays européens ont exprimé leur vive préoccupation face à l'escalade des tensions entre Israël et la Palestine. Dans une déclaration conjointe, les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, du Royaume-Uni ont condamné fermement les violences aveugles des colons israéliens contre les civils palestiniens, y compris la destruction de leurs maisons et de leurs biens. Les États européens ont souligné que les auteurs de ces actes doivent rendre des comptes et poursuivre en justice. Toutes les actions unilatérales qui menacent la paix et les incitations à la violence doivent cesser. Le communiqué a également rappelé qu'une paix juste et durable pour tous est la seule solution au conflit israélo-palestinien. Les pays européens ont dans ce contexte renouvelé leur vive opposition à toutes les mesures unilatérales qui compromettent la solution de deux États, y compris en matière de progression de la colonisation. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.